prétention. Le constat, il est triste. C'est qu'effectivement, dans l'ufologie d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de revues qui traitent d'articles de fond, d'articles qui nous correspondent. Il y a beaucoup plus d'annonceurs que d'articles, c'est bien dommage. En plus, la fin tragique, je dirais, de Lumière dans la nuit. Donc ça augmente encore plus notre idée de développer quelque chose qui nous parle à nous, observateurs de terrain. Donc est prévu pour l'année prochaine, sous la forme d'un bimensuel, une revue qui s'appellera certainement OPS Mag, qui sera adressée à tous les observateurs du ciel et de l'espace, astronomes, ufologues, curieux, passionnés, etc., qui traitera de l'activité astronomique, ufologique, spatiale, qui fera l'écho des actualités du réseau, bien sûr, les différentes veillées, les comptes rendus, des rapports d'observation, des enquêtes sur des rapports d'observation, un magazine qui sera disponible sous forme d'un abonnement, puisque rien ne peut se faire gratuitement aujourd'hui. Donc ça sera normalement le premier numéro sortira en janvier. On est actuellement dans cette phase de collecte d'informations pour pouvoir finaliser ce premier numéro. Donc j'invite toutes les personnes qui sont présentes ici, les associations, les représentants de divers groupes, à nous envoyer leurs informations pour pouvoir être diffusées dans ce premier numéro. Et donc, normalement, début janvier, sortira le premier numéro d'OPS Mag. Voilà. Entre autres projets que nous avons pour l'année prochaine. Une petite question par rapport à OPS Mag. Oui. Ce sera de l'ordre de quel tarif pour l'abonnement Il faut que ce soit abordable, forcément. On part sur un volume de 30 pages, quand même. Et on part sur un tarif, on serait apparemment sur un tarif de 5-6 euros le numéro. Mais je dis bien, il n'y a pas de publicité dedans, c'est vraiment l'actualité de tout ce qui se passe sur le terrain. Il n'y aura pas de référence sur un marchand quelconque de ceci, cela. Ce qui fera vivre ce magazine, c'est ceux qui y seront abonnés. Voilà. Donc on ne veut pas de publicité, on veut vraiment des articles de fond, vraiment du concret. Donc voilà, mais que ce soit consistant aussi, c'est pour ça qu'on part sur un bimensuel. Si véritablement on n'arrive pas à remplir 30 pages, vu les activités qui existent quand même dans le domaine de l'ufologie et de l'astronomie, ça serait bizarre de ne pas les remplir, on s'orienterait sur un numéro tous les 3 mois. Mais bon, un bimensuel, ça me paraît déjà une bonne base de départ. Oui. J'avais une autre question par rapport à l'archivage des données et au saut. Tu parlais de bibliothèques. Quelles sont les bibliothèques? Est-ce qu'on peut trouver les mêmes données dans différentes bibliothèques? Comment ça se passe en fait? À l'heure actuelle, c'est des médiathèques, oui, il y a Marseille, Metz, avant il y avait Nice, mais ça a fermé à Nice. En fait, c'est simple, tu vas dans ces médiathèques et tu demandes avoir accès au fond du sceau, et puis là tu as accès à tout ce qui concerne donc les archives qui ont été déposées là. Pour Marseille, c'est essentiellement les archives du Serpa de Bernard Hugues qui sont. Selon les médiathèques, tu n'as pas les mêmes archivages en fait? Non, c'est selon les associations locales. Je crois aussi qu'il y a des archives qui sont des postes d'archives départementales quand il s'agit des courriers, des documents, des choses comme ça. Donc c'est un peu éclaté, tout dépend aussi de ce que tu cherches.
Bruno, Thierry Puech, vous n'avez pas des questions au lieu de vous prendre la poire derrière? Alors, je continue. Là, par rapport à la thématique des ovnis dans l'histoire, comment vous voyez l'ufologie du futur proche et voire lointain? Je suis déjà suffisamment occupé par l'ufologie ancienne, par les ovnis anciens. Alors, l'ufologie de demain, je ne sais pas du tout ce qu'elle sera. Je ne sais même pas c'est-à-dire s'il y aura je suis assez pessimiste au niveau. Alors là, je parlerai de la recherche pure. Je parle pas du travail d'enquêteur qui est encore fait aujourd'hui, parce que Dieu merci, la preuve est ici. Il y a encore des gens qui essayent de faire du bon travail, mais ce que je constate, c'est qu'au niveau de la recherche pure, c'est-à-dire de la réflexion, de l'analyse, etc., après, il y a... alors évidemment, on va dire aussi que c'est le propre des vieux cons comme moi de se dire c'était toujours mieux avant plutôt qu'aujourd'hui, et c'est toujours dit, mais je ne résiste pas. On s'aperçoit quand même qu'il y a une baisse du niveau de l'analyse et de la réflexion. On ne voit plus d'idées neuves qui sont émises, à moins que je me trompe, hein, auquel cas vous me le dites, mais on ne voit plus d'idées neuves, de théories nouvelles, etc. Il n'y a plus toute cette floraison qu'il y a pu avoir à partir des années 60, 70, etc. Je ne sais pas si ce n'est pas aussi un effet de l'Internet maintenant, où il faut que tout aille très vite, où une enquête consiste parfois, je dis bien parfois, hein, à parler 10 minutes au téléphone avec un témoin, et vite on se précipite pour mettre quelque chose en ligne. J'ai connu une époque où il y avait des enquêtes qui duraient 10 ans. Bon, alors je ne dis pas que c'était très bien non plus, mais enfin on avait un peu plus de renseignements. Et donc, pour l'ufologie du futur, il me semble d'abord, ça a été abordé tout à l'heure, qu'il faudrait qu'il recommence à y avoir des grandes vagues. On est quand même dans une période de disette générale. Il y a toujours des observations, comme il y en a toujours eu entre deux vagues. Entre deux vagues, il y a toujours eu un certain nombre d'observations, etc. Mais là, ça fait quand même, disons, depuis 2000, qu'il n'y a plus de grande vague. Hein. La dernière grande vague, c'était la vague indienne plus chinoise. Et en Europe, la dernière grande vague, c'était la vague belge. Tout ça, ça commence à dater. Donc, je pense qu'il va falloir d'abord attendre la nouvelle vague d'OVNI, s'il y en a une, mais je suis persuadé qu'il y aura une nouvelle grande vague quelque part un jour ou l'autre, voir quelle forme prendront les ovnis qui apparaîtront à ce moment-là, parce qu'on constate que de vague en vague, et vous l'avez vu tout à l'heure, hein, ils prennent les ovnis observés ont des formes différentes, et je pense qu'à ce moment-là, l'ufologie s'adaptera en conséquence. Ouais, alors je vais réagir, je ne voulais pas venir, je suis là, bon alors du coup je ne peux pas me taire. Pour répondre à ta question, je suis toujours content quand il y a des jeunes comme Alex qui nous rejoignent, qui rejoignent un groupe ou qui s'intéressent à titre individuel à l'ufologie de terrain et qui ne restent pas derrière leur écran ou qui ne font pas une enquête de 10 minutes au téléphone, c'est pas mieux. Donc, je me place aussi dans la catégorie des vieux, c'est clair, ça évitera certains de le dire. Et je tiens à insister, il ne faut pas rester derrière le clavier de l'ordi, ça n'apporte rien si ce n'est des connaissances qui ne sont pas des connaissances, mais de la mythologie, de l'œuvre, et plein aussi. Il faut aller sur le terrain, il faut se confronter aux témoins, il faut se confronter à la gendarmerie, aux aéroports, il faut faire des enquêtes, aux pompiers, c'est vrai qu'on a passé 10 ans sans interroger les pompiers, et le jour Thierry a eu l'idée d'aller voir les pompiers, et m'a dit on aurait dû aller les voir, parce qu'ils peuvent être d'une grande aide. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur le terrain et c'est vraiment une ufologie qu'il faut pratiquer, pas du tout uniquement une ufologie de salon derrière l'écran où on se montre deux vidéos entre problèmes et puis basta. Le médecin du village, en plus des pompiers.
On a déjà testé la police municipale aussi, et puis on a abandonné l'idée, ça n'apporte rien. Non, rajouter, non, j'ai confirmé ce que vient de dire Thierry. Si vous voulez vraiment faire de l'ufologie, rien ne vaut le terrain. Et chez Surécat, on est bien placé pour le savoir. Voilà, donc à travers les veillées, à travers votre vie de tous les jours, n'hésitez pas à lever les yeux de temps en temps, et vous n'êtes pas à l'abri de vivre un événement insolite. Voilà. Il ne faut pas en avoir peur, mais ça peut arriver, et vous pouvez vivre un moment exceptionnel. Voilà. N'oubliez surtout pas après de faire le rapport. Bien sûr. Ben, moi, je rajouterais, pareil, qu'il fallait sur le terrain. Bah oui. C'est pas grave. C'est d'aller aussi dans les endroits où il y a eu des affaires pour mieux se rendre compte du terrain. Parce que souvent, avec Street View, on peut se remarquer comment est le terrain, mais il faut y aller. Je prends un exemple dernièrement, j'étais dans un endroit en Bretagne, dans le Finistère, où il y a souvent des apparitions. Et c'est le Ménézone, une montagne. Et quand j'y suis allé, il y avait marqué « Attention, site d'aéromodélisme ». Mais sur Street View, on ne le voit pas, ça, parce que c'est sur un chemin un petit peu plus loin. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut, si vous vous intéressez à l'histoire des cas, comme sur les DHTV, il faut aller sur les endroits où il y a eu des atterrissages, constater par vous-même, faire votre propre opinion, et également, comme dirait Christophe, faire des veillées. Parce que si vous ne savez pas comment est le ciel nocturne, les satellites, les flashs iridium, toutes les méprises, eh ben, vous verrez toujours plein de potentiel. Oui, question pour Jean-Luc. Je voulais avoir son avis à propos des élections américaines par rapport à Hillary Clinton et Jeff Truman. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, simplement, je vais dire que à chaque élection présidentielle américaine, il y a ce vieux canard qui ressort, ça y est, le nouveau va tout révéler. Ah ben là, elle a dit, hein. Oui, comme son mari l'avait dit avant, comme Ronald Reagan l'avait dit avant, etc. Ça ne veut strictement rien dire. Et je suis prêt à parier une bouteille de champagne la prochaine fois qu'on se voit, en espérant que je perdrai. Hein. Mais je suis prêt à parier une bouteille de champagne, un bon champagne, on ne prend pas un truc de bas de gamme, quand même, ça vaut la peine. Hein. Et je suis prêt à parier une bouteille de Dom Pérignon. T'es enregistré, hein. Une fois Hillary Clinton élue, si elle est élue, il n'y aura pas un mot de plus sur les ovnis, il n'y aura pas de révélation officielle faite par elle, comme il n'y en a pas eu avant, et comme j'ose le dire, il n'y en aura pas après. Cette fois, il y a Internet, on va lui rappeler quand même sa promesse. Tu paries ou pas? Alors, est-ce que tu te souviens de tout ce qu'il y a eu quand Bill Clinton a été élu, et le nombre de gens qui lui ont rappelé ses promesses? Bon, cela dit, si les promesses d'un politicien n'engagent... c'est Charles Pasqua qui disait les promesses d'un politicien n'engagent que ceux qui y croient. Bon, voilà. Et c'est la même chose aux États-Unis. Et de toute façon, en plus, soit le président américain n'est pas au courant, même quand il prend son office. Bon. Et dans ce cas-là, s'il n'est pas au courant, il ne peut pas en parler. Bon. Soit on le met au courant, et il ne peut pas parler quand même, parce qu'à ce moment-là, il comprend les raisons pour lesquelles il ne peut rien dire. Et donc, il ne dira rien. Il a dit Obama directement dans l'interview à Obama, il a dit de rien dire. Il y a une interview précédente d'Obama où il dit qu'on leur a sur l'intervention. Donc, je te dis, Hillary Clinton, ça, il n'y aura pas plus d'effet que les autres. Bah, si, et même... des voix aux ufologues. Comment? L'effet de prendre des voix aux ufologues, parce qu'apparemment, l'argent doit... Attends... 1 ou 2% dans... Il y a combien d'électeurs aux États-Unis? 160 millions, 200 millions, hein, je ne sais pas. James, tu sais combien il y a d'électeurs? Dans les 150, 160. Allez, 150, 160 millions. Est-ce que c'est les 100 000 personnes
qu'on dit, oh là là, moi je vais voter, et je crois que je suis généreux en parlant de 100 000 personnes. Est-ce que s'il y a 100 000 personnes dans tout le pays qui se disent, mon Dieu, si je vote pour elle et si elle est élue, elle va dire quelque chose. C'est ça qui va faire la différence. Il ne faut pas rigoler. C'est ce qu'elle espère en tout cas. Eh ben, ils créeront un GP. Je crois qu'ils ne feront pas les fonds de casserole comme en France. Elle récolte beaucoup plus de voix en faisant des promesses, par exemple, à l'électorat LGBT, en flattant l'électorat ufologique, si tant est qu'il existe un électorat ufologique. Cela dit, l'idée n'est loin d'être idiote parce que il y a beaucoup plus de consensus dans la population aux États-Unis sur la réalité, une possible réalité objective des ovnis qu'il n'y en a en France. Ah oui, ils n'ont pas la même approche. Il y a à peu près peut-être 10% de la population, si ce n'est plus, aux États-Unis. Et je parle de la population, disons, sans aller jusqu'au niveau universitaire, mais la population, disons, éclairée, qui pense que, en effet, il y a une réalité objective là derrière. Ça fait 10%, ça fait, sur les électeurs, ça fait 7 millions. Quand même. Oui. En même temps, Jeff, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de gens, mais en France aussi, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés de la réalité du phénomène. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de ces gens qui sont persuadés de la réalité du phénomène sont aussi des gens qui sont persuadés que le gouvernement américain cache la vérité, ce sont des conspirationnistes, et que ceux-là, de toute façon, ils se diront qui que ce soit, on ne saura rien quand même. Attends, pardonne-moi, mais entre croire que le gouvernement cache la vérité et être conspirationniste, il y a 3 galaxies d'écart, hein, quand même. Il y a des degrés. Ouais, je t'accorde, il y a des degrés. Là, tu fais un raccourci, d'accord, mais il faut faire attention. Mais il n'est pas d'accord. Non, c'est pas ça. Il n'a pas tout à fait tort, mais... Il n'a pas tout à fait raison. Non plus, en effet. Ouais, non, mais on est d'accord. Là, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a toute une variété, il y a toute une gradation. Depuis les gens qui sont persuadés, et je pense qu'ils ont raison qu'on leur cache un certain nombre de choses, jusqu'à ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler les conspirationnistes rapides. Bon, il y a tout un tas d'échelons, ça c'est certain. Et chez nous? C'est pareil, on est au même niveau. 10% de la population, on n'est pas plus gros que les... Non, mais c'est pas la question que je posais. Non, je voulais dire, est-ce que c'était un peu à l'image de... Et il y a Poutine qui a dit que si les Américains ne le diraient pas, il le dira pas. Ils disent tout ça, on a eu le droit aux Japonais, aux Canadiens, etc. Mais au moins le Canadien, il a parlé quand même. Quoi. Il a dit, bon, maintenant le tout c'est que quand ils disent rien, on les traite de tout et de pas grand-chose. Et quand ils disent, ils sont cinglés. Alors, même Idi Amin Dada, à une époque, on avait parlé. Hein. C'est vrai. Bon, dans le cas d'Idi Amin Dada, le résultat pratique quand même, c'est qu'il a chassé tous les Indiens du Gondar. Bon, voilà. Et Medvedev. Medvedev, oui. Alors. Comment? Il a dit Medvedev. Oui, il a dit qu'en même temps que la valise... Enfin, moi j'ai entendu ça. Il a dit qu'en même temps... Voilà, Christophe vient d'avoir le résumé. Tous le disent, mais personne ne le prouve. Voilà, il a très bien résumé la. Oui, mais comme il dit, quand ils le disent... Donc si nous on continue à faire des veillées, on apportera la preuve que si on attend que ce soit le haut de la pyramide qui le dise, Medvedev l'a dit, et après on l'a contredit parce que c'est politiquement correct. Il a dit qu'il avait reçu une mallette. Maintenant qu'on veut flatter quelqu'un, hein, on va dans son sens. Hein. Surtout pour un politique qui sera habitué. Ils ont bonne presse, quoi, je vois. Les politiques, plus personne ne croit. C'est la ligne de la société. Ça déconne, tu dis n'importe qui. Il y a eu une déclaration récemment du ministre des Transports iranien. Qui, lors de l'inauguration de l'aéroport, a évoqué effectivement pas la présence extraterrestre, mais que leurs
ancêtres. La narration était quand même assez stupéfiante, mais elle n'a pas du tout été relayée en France. Où est-ce que vous l'avez entendu? Parce que là, j'avoue que c'est une première nouvelle pour moi. C'était il y a une dizaine de jours. C'était il y a une dizaine de jours. Donc il se trouve que j'ai des amis qui parlent arabe et qui m'ont fait la retranscription exacte, parce que celle qui était faite au niveau de l'article n'était pas forcément la bonne retranscription. Et il évoquait effectivement que leurs ancêtres, les Sumériens, étaient déjà des astronomes ou des astronautes avertis, puisque eux possédaient déjà les technologies pour pouvoir voyager dans les étoiles. Et il faisait référence à un célèbre chercheur qui a notamment mis au jour les tablettes sumériennes, ces fameuses écritures cunéiformes. Je fais référence à Zecharia Sitchin. Et donc ce ministre des Transports a fait référence à Zecharia Sitchin, sauf que Zecharia Sitchin dit que ce sont des extraterrestres qui sont venus. Alors que le ministre des Transports dit que c'est l'inverse. Merci. Là, vous venez d'éclairer ma lanterne. Geneviève sera d'accord avec moi. À partir du moment où le ministre irakien des Transports a fait référence à Zecharia Sitchin, ok, c'est son droit le plus strict. Je recommande d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de lire La 12e planète de Zecharia Sitchin. C'est un des meilleurs romans de science-fiction que j'ai lu. Et venant du ministre tu as dit des Transports, parce que j'ai un peu oublié, je l'ai vu aussi, on en a parlé. Il y a un truc qui m'avait échappé sur le moment et qui me saute aux yeux maintenant que je t'écoute. Quand j'entends nos ancêtres, les Sumériens, il n'y a aucune chance que les Sumériens soient les ancêtres des Irakiens actuels. Mais pourquoi il a fait ça? C'est la même chose que s'il avait dit nos ancêtres les Babyloniens ou nos ancêtres les Assyriens ou les Chaldéens. Et encore les Chaldéens, il y en a. Mais les Sumériens, non. Parce que l'Irak est une nation qui a été explosée par les dernières guerres et qui se refait comme ça un roman national pour retrouver une fierté identitaire. Et il ne faut pas aller plus loin. Ah, d'accord. Alors, j'ajouterais que précédemment, c'était la mise en avant d'abord de Babylone à l'époque de Saddam Hussein, et il se trouve que j'ai habité 4 ans à Bagdad à l'époque de Saddam, que j'ai eu la chance de pouvoir en profiter. C'était la guerre contre l'Iran, mais j'ai quand même eu la chance, le pays était suffisamment calme, et j'ai eu la chance de pouvoir en profiter pour me balader vraiment à peu près partout. Et donc, à l'époque, on mettait en avant d'abord Babylone, parce que tout le monde connaissait la ville de Babylone, et c'était l'époque aussi où on remettait en avant le grand empire assyrien, et où, par exemple, Saddam Hussein a fait reconstruire de manière extrêmement hideuse les murailles de l'ancienne Ninive à côté de Mossoul. Donc, comme le disait Geneviève, les Irakiens, ils essayent de reconstruire une identité nationale qui a été mise à mal pas depuis les guerres américaines. Avant, on ne voyait pas beaucoup les différences. Elles existaient, mais c'était recouvert d'une chape laïque, puisque le régime de Saddam Hussein, c'était le régime baathiste, ennemi du régime baathiste syrien. Donc c'était un régime laïque dans lequel il tenait d'une main de fer recouverte d'un gant d'acier toutes les différences, tout en encourageant les tribus, etc. Mais il arrosait tout le monde, et donc ça tenait qu'à un quart, sans se préoccuper trop de savoir si on était chiite ou sunnite, chrétien ou mazdéen, etc. Il y avait yézidi. Tout était englobé sous le régime baathiste. Et une fois que ça a volé en éclats, toutes les tensions sont ressorties au grand jour.
Et donc là, ce que dit le ministre irakien, effectivement, ils essayent de recréer quelque chose. Je vous invite, si ça vous intéresse aussi, à lire un très très beau roman fantastique qui s'appelle Frankenstein à Bagdad, d'Ahmed Sadawi, qui vient de sortir aux éditions Piranha, et où la créature de Frankenstein qui sévit à Bagdad est une métaphore pour la reconstitution d'un corps irakien national à partir des différentes tribus, religions, etc., cultures. Donc c'est un très beau roman et qui exprime parfaitement bien l'état d'esprit irakien actuel. J'ai une autre question sur la divulgation. Je reviens sur le préambule. On voit émerger en ce moment en Asie des nouveaux radiotélescopes ou des télescopes, peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus. Donc, est-ce qu'on va, par la force des choses, avoir un peu plus d'informations, puisque les télescopes qui sont aujourd'hui construits en Asie, c'est a priori pour essayer de détecter une vie extraterrestre ou une intelligence extraterrestre. Télescope ou radiotélescope? Alors justement, je ne suis pas vraiment expert là à ce niveau-là. Le radiotélescope, voilà. Est-ce que ça ne va pas obliger effectivement la NASA à réagir? Parce que forcément là, il va y avoir une espèce de dualité entre... Moi je dirais que c'est plutôt la Chine qui a réagi par rapport à la NASA. Le projet Tiangong de station orbitale chinoise, si les Chinois étaient si bien avec les Américains, je ne vois pas pourquoi ils auraient lancé leur propre projet. Bon, Tiangong 1, on sait ce que ça devient, ça va s'écraser. Ils ont lancé Tiangong 2, d'ailleurs à bord actuellement il y a 2 taïkonautes, là, c'est ça. 2 taïkonautes qui sont à bord pour faire la mise en route de Tiangong 2. Maintenant la Chine, je dirais, elle fait sa sauce elle-même. Elle a 11 sites de lancement, elle a 11 sites dédiés au spatial. C'est pas rien, quand même. Elle développe ses projets, elle développe donc sa station spatiale, elle veut lancer un robot sur la Lune. Donc oui, il serait temps que la NASA réagisse. Puisqu'apparemment, d'un point de vue scientifique, technique, on ne peut pas dire qu'ils s'entendent. Sinon, il y aura un projet en commun. Ils ont leur propre lanceur, ils ont leur propre programme spatial. Les Chinois, ils ne sont pas très ouverts sur l'Occident, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui. Il y a à notre niveau, je dirais, oui, ça soulève des questions. Il y a effectivement des informations qui vont nous passer à côté, parce que c'est pas eux qui vont les diffuser, ça c'est sûr. Peut-être au niveau de la communauté scientifique. Il faut espérer que l'information circule sur un plan scientifique pur. Maintenant, au niveau du programme spatial, ils font ce qu'ils veulent. Hein, et apparemment, il n'y a pas grand monde qui peut mettre un frein ou qui fait entendre une voix de contestation ou de tentative de rapprochement avec eux. Non, mais ça peut inciter la NASA à donner un peu plus d'informations en se disant peut-être que si eux ne donnent pas l'information de façon... étant les premiers à donner l'information. Des informations de quel ordre? Sur une potentielle vie intelligente ou sur une surveillance potentielle. Se dire, mais au fond, maintenant qu'il y a une espèce de dualité, est-ce que nous, la NASA, il ne va pas falloir qu'on crache le morceau à un moment donné ou à un autre? Bah regarde, moi ce qui m'a marqué, c'est que la NASA avait son programme Mars, d'envoyer des astronautes sur Mars, de voyage habité. La Chine a lâché son pavé dans la mare en disant nous on a notre projet, on retourne sur la Lune. Bizarrement, peu de temps après, la NASA dit tout compte fait Mars, on va prendre le temps. Puis nous aussi on va retourner sur la Lune. 2 questions se posent. Est-ce que c'est un problème de financement par rapport au voyage habité? C'est vrai que retourner sur la Lune depuis 69, ça serait bien. C'est pas le plus loin la Lune. Et pourquoi, après l'annonce de la Chine, la NASA veut retourner sur la Lune? Il y a quoi sur la Lune? Qu'est-ce qu'ils ont fait en 69 sur la Lune? Et après? Il y a quelque chose à cacher? Enfin, on ne sait pas.
Donc c'est quand même bizarre. Mais pour en revenir à la Chine, ouais, ils font cavalier seul, clairement. Moi je le vois comme ça. Pour en revenir au radiotélescope, si vous voulez bien, j'ai une approche totalement différente. Pour moi, les radiotélescopes, tels que celui d'Arecibo, que les Chinois construisent, ont une utilité d'à peu près 0%. On utilise les ondes de radio, là vous saurez peut-être mieux que moi, depuis à peu près un siècle, et il y a fort à parier que dans un siècle, ou 2 siècles, ou 3 siècles, on ne les utilise plus. L'univers a plusieurs milliards d'années, il faudrait qu'on tombe sur une civilisation qui étudie, qui utilise les ondes de radio en même temps que nous, à une distance relativement proche, pour qu'on puisse communiquer avec eux, et il y a 0% de chance que ça arrive. Quelle est l'utilité? L'utilité, c'est savoir peut-être si un jour, effectivement, des ondes radio ont été émises quelque part par des gens intelligents, mais ça dans la recherche ufologique, quoi, pour savoir s'il y a des civilisations extraterrestres qui nous visitent ou qui sont toujours vivantes, ça n'a aucune utilité, je dirais. Pourquoi investir 150 millions de dollars? Parce que ça a été fait à Arecibo, parce que la Chine était une puissance émergente. C'est une question, comme tu disais, un petit peu aussi de politique. C'est parce que les uns ont fait ci que les autres vont faire ça pour montrer que leur puissance augmente. La Chine est une puissance régionale qui aimerait devenir une puissance mondiale. Et par des gestes comme la construction de radiotélescopes ou l'envoi de taïkonautes dans l'espace, ils montrent qu'ils sont en train de grandir et qu'ils ne sont plus les... C'est déjà la seconde puissance économique du monde. En termes de chiffre global, oui, mais avec un salaire moyen qui reste inférieur à 100 € par personne pour 1 milliard, 100 millions de Chinois. C'est clair. Donc, les Chinois sont pauvres, mais c'est une grande puissance économique en termes global. Alors, les Chinois ont construit, ou sont en train de construire ce radiotélescope géant qui devrait faire, je crois, 1 km² de superficie. Mais il y a un nouveau projet qui va commencer l'année prochaine, en 2017, d'un radiotélescope qui sera occidental, celui-ci, qui sera distribué en partie en Afrique du Sud et en partie en Australie, qui aura une puissance 10 fois plus grande que celle du radiotélescope chinois. Et qui sera basé, ce que les Chinois ne maîtrisent pas encore, et les Russes commencent à peine, mais l'Occident, depuis déjà longtemps, sera basé sur ce qu'on appelle l'optique adaptative. C'est-à-dire les télescopes sont faits, les radiotélescopes sont faits de milliers de récepteurs individuels qui peuvent bouger informatiquement. Et ça, les Chinois ne le maîtrisent pas. Et dans quelle utilité, à ton avis, James? Là, a priori, c'est pour faire de la recherche astronomique. Il y a toujours... Non, s'il y a des objectifs secondaires, personne n'en parle. Parce que il faut toujours avoir un radiotélescope ne se sert pas qu'à chercher des émissions radio extraterrestres potentiellement. Ça sert à éviter les quasars, etc. Non, j'ajouterais sur ce qui a été dit qu'effectivement sur la question du pourquoi du programme spatial chinois, l'envoi de taïkonautes, etc., c'est effectivement, comme il a été dit ici, c'est une affirmation d'une puissance émergente. C'est ce qui explique aussi que les Indiens, que l'Inde, qui est le grand rival de la Chine, a aussi un programme spatial qui est en plein essor et qu'il prévoit d'envoyer, alors là je ne sais pas comment ils les appelleront, mais donc des cosmonautes indiens, on va en voir très bientôt aussi dans l'espace, normalement. Voilà. Oui, peut-être des vimanotes. Et juste une question ici. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Ben Rich qui disait « Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles ». Donc Ben Rich, c'était l'ancien patron de la branche recherche avancée de Lockheed. Il disait donc « Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont verrouillées dans des projets classifiés, et seule une action divine pourrait faire qu'elles soient utilisées au bénéfice de l'humanité. Tout ce que vous pouvez imaginer, nous sommes en mesure de le réaliser. Nous avons ce qu'il faut pour amener E.T. à la maison. » Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Oui, voyager dans les étoiles, oui, on a tout ce qu'il faut. Il me semble qu'il n'a pas fait mention de la vitesse de ce voyage. Est-ce qu'il s'agit de voyager dans les étoiles pendant 4,5 milliards d'années? Oui, on peut. Un caillou qu'on lance dans l'espace, il arrivera quelque part tôt ou tard. Après, ce qu'il s'agit de faire à l'échelle de la vie humaine, je crois qu'il n'en a pas fait mention. On parle plus de technologie après, mais qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations?
Non, c'est une déclaration qu'on ne peut pas raisonnablement balayer d'un revers de main, parce que Ben Rich, c'est quand même un type très important. C'est le successeur de Kelly Johnson, qui était à la tête des projets secrets de la zone 51 pour les avions furtifs, etc. Et lui a pris la suite. Donc oui, c'était le patron de la recherche secrète des avions à performance élevée de la zone la zone 51. Officiellement, ça n'existe pas, mais de Groom Lake, donc de la base de Nellis au Nevada. Et Ben Rich a été le successeur de Kelly Johnson. Kelly Johnson, je le rappelle, hein, c'est le concepteur de l'avion U-2, c'est le concepteur du projet Archangel, qui a donné le SR-71, hein, l'avion le plus rapide qu'on ait jamais eu, hein, qui ait jamais existé. Et Ben Rich a pris la suite pour des projets. Alors probablement le nouveau bombardier furtif B-21, le B-21, pas le B-2, le B-2 déjà, mais maintenant c'est le B-21. Voilà, Ben Rich, c'est quand même pas quelqu'un qu'on peut écarter d'un revers de main. Maintenant, des déclarations comme ça, effectivement, ça donne toujours à réfléchir. On se dit de quoi il veut parler, etc. Alors, voilà, moi ce que j'allais dire, c'est pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce que s'il fait ce genre de déclaration, à ce niveau-là, comme vient de le rappeler James, c'est pas gratuit. C'est pas anodin. Alors, est-ce que ça fait pas partie du jeu de la désinformation qui est faite pour lancer les rivaux russes et peut-être sans doute chinois sur des fausses pistes et leur faire dépenser de l'argent, utiliser des ressources qui pourraient être affectées ailleurs, en vain. Les Russes, à l'époque soviétique, étaient très forts là-dessus. C'est comme ça, par exemple, qu'ils ont fait croire à l'Occident, à travers des informations qui étaient parfaitement ciblées, qu'ils avaient un programme en parapsychologie qui était extrêmement développé. Et ils ont utilisé pour ce faire des journalistes américains, c'était très fort. Il y en avait un qui s'appelait Gris, j'ai oublié le nom des autres. Il y a eu plusieurs bouquins. Le résultat des courses, c'est que les Américains se sont dit « Ah là là, mon Dieu, on a complètement ignoré ces pistes, alors qu'il y avait le laboratoire du professeur Ryan à l'université de Durham en Californie du Nord, etc. En Caroline du Nord. En Caroline du Nord, pardon. Et donc, ils se sont dépêchés d'embaucher des gens pour faire des programmes, hein, dont Ingo Swann, etc. Ils ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour avoir des résultats qui étaient probants mais inutilisables, parce que avec ce qu'on appelait donc le remote viewing, la vision à distance, le remote viewing, ça marchait très bien, sauf que ça ne servait strictement à rien, puisque les infos étaient inutilisables. Quand il y avait des gens, ils l'ont utilisé, par exemple, quand ce général américain a été enlevé à Beyrouth. Donc, ils étaient un peu désespérés, et ils ont utilisé le remote viewing. Et il y a eu des résultats. Les gens ont vu la manière dont il était enchaîné à un radiateur, à ceci, à cela. Ils ont décrit la pièce. Seulement, ils étaient incapables de voir le numéro du building, dans quelle rue ça se trouvait, même dans quel quartier ça se trouvait. Donc ce sont des informations qui étaient à la fois exactes et totalement inutilisables. À partir de là, les Américains, au bout de quelques années, 20 millions de dollars, je crois, ont abandonné le projet Green Flame, etc. Les Russes, pendant ce temps-là, ils avaient fait dépenser aux Américains 20 millions de dollars pour rien. C'était toujours cette gagnée. Mais là, la différence, c'est que 20 millions de dollars pour les États-Unis, c'était peanuts. Voilà. Alors que pour les Russes, c'était énorme. Parce que ce qu'on néglige trop souvent, c'est que toute la stratégie américaine, enfin la stratégie occidentale, celle de l'OTAN en particulier, depuis les années 50, 60, disons, c'était de pousser les soviétiques à dépenser, à accumuler des dépenses phénoménales que, par la structure même de leur pouvoir, l'Union soviétique ne pouvait pas se tenir longtemps. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Union soviétique s'est effondrée et que les États-Unis, eux, sont toujours là. Absolument. Ils ont dépensé des milliards de roubles
parce que c'était la course à l'espace et la course aux armements. Alors, ils ont développé, bien sûr. Zéro. Donc ce McKinnon, il a été condamné par contumace parce que le Royaume-Uni n'a pas voulu l'extrader vers les États-Unis, ce qui était normal puisque c'était un citoyen britannique. Hein. Donc, mais les Américains le réclamaient. Oui, parce que aux États-Unis, c'est jugé comme un crime fédéral. Il faut bien voir ça. Hein. Parce qu'il est rentré dans le système Il est rentré à distance, il est rentré dans le système de la NASA. Et là, il aurait découvert, toujours le conditionnel de rigueur, il aurait découvert des documents qui indiquaient la présence d'un programme, le nom ne me revient décidément pas, qui serait très avancé, bien plus avancé que ce qu'on en disait publiquement à propos de l'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles, comme on l'a appelée. Hein. Voilà. Laquelle guerre des étoiles, d'ailleurs, officiellement le programme avait été officiellement arrêté après, dans les années 85-86, sous prétexte, bien entendu, en raison d'un financement insuffisant, parce que les budgets avaient explosé. Parce qu'il faut bien voir ce que ça représente d'envoyer des miroirs en orbite, hein, qui vont relayer des faisceaux laser au sol. Déjà que la technique de concentration d'un faisceau laser sur 600 km de distance n'était pas encore bien maîtrisée. Donc officiellement, on a arrêté le programme, parce que le Congrès, ce qui a été déclaré publiquement, c'est le Congrès voulait arrêter les frais, parce que ça coûtait trop cher, parce que là, il ne s'agissait pas de 20 millions de dollars, il s'agissait de 200 milliards de dollars. Quelque chose comme ça. Donc là, quand même, ça pèse sur l'économie. Mais ça, c'est la version officielle. Mais il y a des bruits, et le bruit court que cette initiative de défense stratégique aurait en réalité continué. Et c'est pourquoi, ça expliquerait pourquoi peut-être Vladimir Vladimirovitch essaie de montrer ses muscles actuellement, parce qu'il se sent un peu vis-à-vis de l'Amérique. Il se dit que c'est encore la guerre froide, un autre désavantage qui va recommencer. Donc ça permet peut-être d'expliquer certains phénomènes géopolitiques qui sont en train de se passer actuellement. Mais cela dit, c'est sous toute réserve. Hein. C'est-à-dire qu'il se passerait des choses derrière, on ne verrait qu'une face des choses. De toute façon, on ne voit toujours qu'une face. Bien, et dans le domaine de l'ufologie, on en a la preuve évidente. Hein. Oui. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'implication des militaires derrière le CNES, hein, et qui favoriserait donc, comment on appelle ça, covert operation, c'est des opérations de couverture par-dessus tout ce qui pourrait ressembler à des ovnis, hein, en chargeant le GEPAN de porter la bonne parole au public. Hein. Mais si les militaires sont derrière, ça veut dire qu'ils accordent de l'intérêt à la chose. Il ne faut pas se leurrer, le fin mot est là. Parce que, le fameux comité... Parce que sinon, les militaires diraient, mais c'est de la fumisterie, on n'en a rien à faire. La question que vous posez à Gut sur ce fameux comité de pilotage, à Gut, il a dit, ben oui, on se réunit une fois tous les 2 mois, mais juste pour des histoires, je dirais, de petite gestion, quoi. Hein. Il a répondu ça, quoi. Ça paraît quand même un peu gros, quoi. Parce qu'il faut voir derrière, là, il faut toujours regarder dans les domaines qui intéressent la sécurité nationale, il faut essayer, on n'y arrive pas bien sûr, il faut essayer de regarder derrière les écrans de fumée, derrière les choses. Et ça, malheureusement, malheureusement ou heureusement, parce qu'il y a des secrets qui doivent demeurer secrets. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais il y a des choses qui doivent demeurer secrètes et que le public n'a pas le droit de savoir. Il a peut-être le besoin de savoir, mais il n'en a pas le droit. C'est des questions de sécurité nationale. Et la sécurité nationale est au-dessus. On peut le prendre comme on veut, on peut dire que c'est injuste ou quoi, mais il y a des domaines où la sécurité nationale prime même sur la notion de démocratie. Donc on ne peut pas reprocher aux agences, aux militaires et au gouvernement de cacher des secrets de cette nature. Parce que si les ovnis existent et s'ils expriment vraiment, s'ils sont la manifestation d'intelligence extraterrestre, la question, je dis bien si, c'est une question non plus de sécurité nationale, mais de sécurité mondiale. Planétaire. Donc il faut bien être conscient de ça. Et quand on voit des organismes dits officiels, comme le GEPAN, le CNES, qui disent mais non,
c'est les pentes des 2, des 3. Bientôt, on va nous sortir des pentes des 3. On est passé de 23% à 10%. Maintenant, après, ça fera 2%. Mais il ne faut tout simplement pas croire ce que ces gens-là disent. Ces gens-là sont des charlots qui sont téléguidés depuis le ministère de la Défense, depuis l'hôtel de Brienne, n'est-ce pas? C'est tout simple. Tout simple. Oui, c'est sûr que bon, est-ce que le citoyen lambda, bon là on est un peu des érudits, mais il serait apte à... Déjà quand on lui dit qu'on va liquider quelqu'un à l'étranger, il lève les bras au ciel. Ouais, mais c'est devenu tellement banal maintenant, cacher les informations. Je vais te faire plaisir, Christian. Il faut tout simplement qu'il existe une commission, un organisme complètement indépendant d'un CNES ou autre, et qui travaille en totale indépendance, en totale autonomie, et en collaboration avec tous les ufologues sur le terrain. Mais ça n'arrivera jamais. Pour la simple et unique raison qu'il a invoquée, c'est la sécurité nationale. Mais... On dérange, Christian, mais ça je ne vais pas te l'apprendre, tu sais comme moi. Le volume d'informations qu'on peut collecter, qu'on peut apporter, ça fait peur. Voilà. Et si un jour on a la preuve que, comment vont réagir les gens quand on va diffuser cette information? C'est ça cette grande question. C'est un mouvement de panique, c'est un mouvement d'excitation. Donc ça relève de la sécurité nationale. Donc malheureusement, on ne sera jamais maître de la diffusion de l'information concernant l'ufologie. Jamais. Mondial. Mais de toute façon, à supposer qu'il y ait une autorité qui connaisse la vérité, je crois qu'on ne s'adresse jamais à la bonne personne. Quand on s'adresse au GEPAR ne connaît pas la vérité, s'il y a une vérité à connaître, je veux dire. Le GEPAR ne connaît pas la vérité, M. Hollande ne connaît pas la vérité, M. Valls non plus. Ce sont des gens qui ne font que passer, c'est pas... je ne sais plus qui l'a dit cet après-midi, à un moment donné, ils n'ont pas besoin de savoir. S'il y a une vérité à connaître, si quelqu'un connaît la vérité, nous ne connaissons pas ceux qui connaissent cette vérité potentielle, à notre échelle en tout cas. Claudie Ignoré, elle a quand même dit qu'il y avait un secret d'État là-dessus. Non, elle n'a rien dit, elle n'a pas dit comme ça. Elle n'a pas dit un secret d'État. Il y a des choses, mais il y a des choses que vous n'avez pas besoin de connaître. Non, moi j'ai une vidéo... C'est cette notion du besoin d'en connaître. Non, j'ai une vidéo où elle dit il y a un secret d'État. Ça, je suis affirmatif. Maintenant, pour rebondir sur ce qu'a dit Thierry, si effectivement, c'est pour revenir aux politiques et à l'information... Il y a un secret d'État là-dessus. S'ils avaient besoin d'en connaître nos fameux politiques, je prends le système des États-Unis, j'en parlais tout à l'heure sur le stand, il y a quand même 24 niveaux d'accréditation au-dessus de la fonction présidentielle. Ça veut dire quoi? Qu'on ne fait pas confiance au président? Ça veut dire que qui dirige au-dessus de lui? Les 24 niveaux, ils sont définis vraiment? Tout à fait, oui. Ils sont reconnus. C'est pas une question, c'est pas parce que tu as un niveau d'accréditation de plus en plus élevé que tu as un pouvoir de plus en plus élevé. C'est simplement, alors, James, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, mais simplement, c'est le besoin de connaître, hein, need to know. Donc, tu es accrédité pour connaître quelque chose que, effectivement, le président des États-Unis ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que parce que tu connais cette chose, tu as plus de pouvoir. C'est complètement différent, alors qu'il y ait 24 niveaux d'accréditation, peut-être, j'en sais rien. Disons que le niveau d'information correspond quand même à une forme de pouvoir. Mais celui qui prend les décisions, en l'occurrence, on va dire la Maison-Blanche, hein, pour les États-Unis, ou le ministère de la Défense, ou la présidence de la République en France, c'est eux qui ont la décision. Mais ils ont besoin de l'information. Seulement le problème, c'est que l'information, les agences, ce qu'on appelle les agences avec un A majuscule, ne vont pas la leur donner. Pourquoi? Parce que c'est connu pour les États-Unis. Hein, les agences ont toujours essayé de tenir les présidents le moins au courant possible des opérations secrètes, parce que les présidents américains étaient notoirement bavards. Ça a été le cas de Carter, ça a été le cas de Nixon.
les directeurs, les DCI, les directeurs de la CIA et de la NSA disaient cette information, elle ne doit pas sortir de ce bureau. Autrement dit, elle ne va pas à la Maison-Blanche, parce que sinon, tout le monde va le savoir dans les 2 heures qui suivent. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'un président américain, il est au mieux pour 8 ans. Puisqu'il peut être réélu qu'une fois, donc il est au mieux pour 8 ans. Et si on met tous ces ex-présidents au courant, qu'est-ce que ça peut donner après? Parce qu'ils sont peut-être un peu moins contrôlables. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions qui sont prises sans la vote du président. Et les informations se cloisonnaient. C'est-à-dire, non, pas des décisions. À la même information, mis bout à bout. Oui, tout le monde connaît l'information, mais chacun connaît un petit bout de l'information. Bon, donc personne ne connaît l'information. Prenons l'exemple en France, Zabulon. C'est ce que je pense. Zabulon qui est le patron du renseignement à l'Élysée. Tout remonte vers lui. C'est le petit noir là. Enfin, demi-noir. Bon, moi ça me paraît peu crédible qu'il y ait par exemple, on va dire, allez, un général d'aviation, de division, tout ce que tu veux, qui arrive un pépin dans une région militaire et qui ne soit pas au courant dans les 10 minutes qui suivent. Moi, ça ne me paraît pas crédible. J'étais militaire, ça ne me paraît pas crédible. Je vais te répondre par une petite histoire rapide sur la manière dont les essais nucléaires ont été faits aux États-Unis. On a utilisé des cobayes. On ne l'a su qu'en 2004, je crois, si je me souviens son bon. Pour savoir quels effets ça avait sur les êtres humains. Et quels sont les cobayes qu'on a pris? Ce sont des soldats. Parce que les soldats ont été déclarés perdus à Hiroshima et ailleurs. Les familles n'ont jamais posé de questions vu le nombre de victimes qu'il y avait. Et on s'en est servi pour autre chose. Donc, pour moi, il est tout à fait possible que, surtout dans les pays développés comme le nôtre, ou les États-Unis encore plus, il y ait des structures à l'intérieur de l'armée ou d'autres choses, de services de renseignement quelconque, qui soient même de mener en cachette totale des opérations concernant éventuellement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ou la capture de Ben Laden ou je ne sais quoi, et que les autorités les plus hautes n'en soient pas informées. Le chef du service de renseignement de pays n'a pas besoin de savoir ce qui a merdé quand ça a merdé quelque part, surtout si ça doit ensuite filer chez le président et être public. Donc on va donner une version qui va exister, qui ne sera pas forcément la bonne. Je l'ai vu aussi à notre niveau, plus petit. Ça existe ce genre de choses, et je pense que d'autres ici pourront le confirmer. Ça existe. Ce n'est pas parce qu'on est chef de renseignement ou que le général commandant en chef des armées qu'on a accès à tout. On a accès à ce dont on a besoin de savoir pour faire le job. Ils ne sont pas curieux. C'est pas qu'ils ne sont pas curieux, c'est qu'ils n'ont pas accès à tout. Compartimenter l'information, c'est une mesure de sécurité très Par contre, on me signale que c'était l'heure depuis un petit moment, je crois. Donc, il y a encore une dernière question sur les ovnis. Bon, on n'a pas trop parlé de Men in Black qui traversent les murs et les fenêtres aujourd'hui, etc. Ça, c'était à d'autres occasions. Ah, et Geneviève. Alors, le problème en France, c'est plutôt que les gouvernements ne croient pas les services. Ça, c'est possible aussi. Ah, oui. Quand est-ce... déjà... C'est vrai partout, ça. Hein. Que la réunion d'aujourd'hui était fantastique, parce que c'est vraiment la plus belle que tu as faite aujourd'hui, Thierry, merci. Moi, non, c'est les conférenciers qui C'est les conférenciers qui font à l'origine de la réussite. Tu as su les choisir, merci. Et puis, la prochaine, à quand à peu près la même période l'an prochain, normalement, à part la Ruole du 4 sur les drones dont on parlait tout à l'heure, si on ferait une conférence à 7 le 26 novembre, 26 novembre, merci. On a toujours besoin d'une secrétaire. Je vais dormir sur le canapé ce soir, c'est bon. Donc le 26 novembre à 7, et là ce sera vraiment les X-Files du Languedoc-Roussillon. C'est une demande d'une association locale. On parlera Men in Black, on parlera soucoupe à fait triangle qui se pose, on parlera triangle c'est toi d'ailleurs, et plein de choses. Ouais. On parlera lumière de Phénix. Donc je tiens à remercier tous les conférenciers qui ont fait des déplacements parfois depuis fort loin, la capitale. Ah, la capitale. Le palais. Merci à vous d'être venus. C'est fini. The end.